La première fois que cela frappa l'équipage d'un Charpenter, n'entendit même pas le tir. Il y eut un éclair, un sifflement, puis quelque chose d'impossible se produisit. Le blindage latéral, 40 mm d'acier allemand trempé, conçu pour résister à tout ce que les Alliés pouvaient lui envoyer, céda simplement. Il ne se brisa pas, ne se fissura pas. Il s'ouvrit comme du beurre sous un couteau chauffé à blanc. À l'intérieur, l'air se transforma en feu. Le métal devint orange puis blanc. La main du chargeur était encore posée sur la culasse lorsque la vague de gaz surchauffé le frappa. 3 secondes. C'est tout le temps qu'il fallut pour que le compartiment de l'équipage devienne un crématorium. L'opérateur radio essaya de crier, mais ses poumons s'étaient déjà effondrés sous le pic de pression. Seul le conducteur coincé à l'avant de la coque survécut assez longtemps pour ramper à l'extérieur le visage comme un masque de charbon et d'incrédulité. « Dusvarina granata », murmura-t-il au médecin. « Ce n'était pas un obus. Et ça... » Il avait raison. C'était tout autre chose. Quelque chose qui entrait la Wehrmacht durant l'hiver 1944. Une arme qui défiait tout ce qu'il savait sur le blindage, la balistique et même les lois de la guerre. À l'automne 1944, la guerre en Europe était devenue une équation brutale d'acier contre acier. Chaque bataille de chars était un duel mathématique, épaisseur du blindage, vitesse du projectile, angle d'impact. Les Allemands maîtrisaient ce jeu. Leurs chars Panther et Tiger étaient des forteresses roulantes. Le blindage frontal était si épais que les obus américains standards ricochaient comme des cailloux. Les équipages américains les appelaient des pièges mortels inversés, car les affronter relevait du suicide. Le M4 Sherman, le char de travail de l'Amérique, était dépassé et inférieur. Son canon de 75 mm pouvait à peine égratigner un Panther à distance. Même les canons améliorés de 76 mm peinaient. Les rapports venant de Normandie étaient terribles. Les équipages de Sherman avaient besoin d'un rapport de force de 5 contre 1 pour espérer survivre à un engagement. Le moral s'effondrait. Quelque chose devait changer. C'est alors que l'Office of Scientific Research and Development réalisa une percée discrète. Au cœur du terrain d'essai d'Aberdeen, dans le Maryland, des ingénieurs en balistique expérimentaient un concept radical. Un projectile qui ne reposait pas seulement sur la masse et la vitesse, mais sur la science des matériaux. Le carbure de tungstène, un métal si dense, si dur qu'il pouvait traverser l'acier comme une aiguille traverse un tissu. Mais le tungstène était rare, coûteux, et sa physique n'avait jamais été testée au combat. Cela fonctionnerait-il vraiment? Ou serait-ce un autre échec, une promesse de plus abandonnée sur le champ de bataille? La réponse allait s'écrire dans le feu. L'arme qu'ils créèrent reçut la désignation officielle. M93, HVAP, High Velocity Armor Piercing. Pour les ingénieurs, c'était un miracle de métallurgie. Pour les soldats qui allaient le tirer, c'était simplement le hot shot. L'obus était plus petit que les munitions standards, entouré d'un sabot en aluminium léger qui se détachait après le tir, permettant au noyau en tungstène d'atteindre des vitesses jamais vues, dépassant 3400 pieds par seconde. Cette vitesse était la clé. Lorsque le tungstène frappait l'acier trempé à une telle vitesse, quelque chose d'extraordinaire se produisait. L'énergie cinétique ne se contentait pas de fissurer le blindage, elle le transformait. La zone d'impact atteignait des températures dépassant -200 degrés en quelques millisecondes. Le pénétrateur en tungstène ne fondait pas, son point de fusion était trop élevé, mais l'acier autour lui fondait. Le projectile perçait littéralement, créant un jet de métal fondu et de gaz surchauffé qui inondait l'intérieur du char. Les premières cargaisons arrivèrent en France en octobre 1944, distribuées uniquement aux équipages vétérans avec des ordres stricts tirés avec parcimonie. Chaque obus coûtait plus que le salaire mensuel d'un soldat. Aucun tir gaspillé n'était toléré, aucun test non plus. Ces munitions devaient être utilisées uniquement contre les blindés lourds Panthers Tigers et les nouveaux King Tigers,
dont on disait qu'ils se dirigeaient vers l'ouest. Personne ne dit aux équipages ce qui se passerait lorsqu'ils appuieraient sur la détente. Ils allaient l'apprendre. Le premier engagement enregistré eut lieu près de Metz, en France, le 29 octobre 1944. Un peloton de M4 Sherman, armé des nouveaux canons de 65 mm Liepêtre, rencontra 3 Panthers défendant un pont. Les équipages allemands étaient confiants, ils chassaient les Sherman depuis des semaines. Doctrine standard, attendre que les Américains s'approchent absorber leurs tirs, puis les détruire à loisir. Le Sherman de tête tira à 800 yards, non avec un obus perforant classique, mais avec le nouveau HVAP. Le tireur, le sergent Michael Hartley, ne savait pas à quoi s'attendre. Le recul était plus sec, le bruit différent. Mais ce qu'il vit dans son périscope le fit douter de sa santé mentale. Le Panther s'arrêta net. Pas d'explosion, pas de tourelle projetée. Il s'arrêta simplement. De la fumée se mit à sortir des trappes, puis des hurlements, puis le silence. Les 2 autres Panthers battirent immédiatement en retraite, chose inimaginable pour des équipages de Panzer vétérans. Ils ne savaient pas ce qui avait frappé leurs camarades. Hartley non plus. Mais lorsque des ingénieurs américains examinèrent le Panther détruit quelques jours plus tard, ils découvrirent quelque chose qui n'aurait pas dû être possible, un trou parfaitement rond dans le blindage latéral, les bords lisses comme du verre fondu, et un intérieur qui ressemblait à celui d'un four. « Mon Dieu !» murmura un ingénieur. « Ça les a cuits. » Le secret était levé, mais la légende ne faisait que commencer. La nouvelle se répandit dans les divisions blindées comme une traînée de poudre. Les équipages qui recevaient que les obus HVAP les traitaient comme des munitions sacrées, les accumulant, les marquant, les réservant, pour le moment où ils auraient réellement besoin d'un miracle. Les commandants de chars commencèrent à écrire des lettres chez eux, décrivant une foi presque mystique dans ces nouveaux projectiles. « Nous avons enfin quelque chose », disait l'une d'elles, « quelque chose qui rééquilibre les chances. » Mais de l'autre côté des lignes, autre chose se répandait, la terreur. Les tankistes allemands commencèrent à signaler des incidents qui défiaient toute explication. Des Panthers mis hors de combat par un seul tir, des Tigers abandonnés après des incendies mystérieux, des équipages retrouvés morts à leur poste sans blessures visibles, seulement des brûlures qui semblaient venir de l'intérieur du corps. La section du renseignement technique de la Wehrmacht, le Waffenamt, recueillait des rapports du champ de bataille et tentait de comprendre ce que les Américains avaient déployé. Les premières théories allaient d'obus incendiaires à une sorte d'arme chimique. Un officier allemand capturé affirma que les Américains avaient développé un rayon thermique basé sur les théories de Tesla. Un autre soutint qu'il s'agissait d'une forme de phosphore blanc capable de pénétrer le blindage, une violation de la Convention de Genève. La vérité que ce n'était que de la métallurgie et de la physique avancée paraissait presque banale en comparaison. Mais pour les hommes dans les chars, rien n'avait de banal. Lorsqu'on voyait l'équipage d'un Panther s'éjecter en hurlant le visage noirci, l'uniforme fumant, on ne pensait pas au noyau en carbure de tungstène. On pensait à de la sorcellerie. Le 16 décembre 1944, la forêt des Ardennes. Hitler lança sa dernière tentative désespérée, l'opération Wacht am Rhein, plus tard connue sous le nom de bataille des Ardennes. Plus de 200 000 soldats allemands soutenus par des centaines de chars percèrent les lignes américaines sous une tempête de neige. L'objectif, diviser les forces alliées, capturer Anvers et forcer une paix négociée avant l'effondrement du Reich. Les colonnes de Panzer avançaient dans la brume comme des fantômes d'acier. Pendant 3 jours, les blindés allemands semblèrent imparables. Ils submergèrent les positions, encerclèrent des villes et pénétrèrent profondément en territoire allié. Les équipages américains, beaucoup équipés d'obus HVAP, se retrouvèrent à combattre dans un chaos total, faible visibilité, combats à bout portant pénurie de munitions. Mais quelque chose d'étrange se produisait. Des Panthers qui auraient dû dominer étaient détruits sous des angles impossibles.
Un Sherman tirant depuis un poste dissimulé n'avait besoin que d'un tir un seul, et le Panther était fini. Pas endommagé, fini. Les équipages qui tentaient de s'échapper s'effondraient dans la neige de la vapeur s'élevant de leurs uniformes. Les rapports allemands devinrent de plus en plus désespérés. L'ennemi possède une arme inconnue capable de vaincre le blindage, disait un message radio intercepté. Tactiques conventionnelles inefficaces. Demande réévaluation tactique immédiate. Mais il n'y avait pas le temps. Les Panzers devaient avancer. Chaque jour comptait. Chaque heure aussi. Ils ignoraient qu'ils combattaient contre la physique elle-même, et la physique ne négocie pas. Dans une ferme près de Bastogne, les forces américaines encerclées étaient réduites à leurs dernières réserves. Parmi les approvisionnements, 60 obus HVAP pour les canons de 76 mm. Les équipages qui défendaient le périmètre savaient qu'ils affrontaient une division entière de Panzer. 300 chars allemands contre 17 Shermans opérationnels. Les chiffres tenaient du massacre. Le lieutenant-colonel Creighton Abrams, commandant la force de secours, fit un calcul froid. Chaque obus HVAP devait compter. Pas de tir contre l'infanterie, pas de tir de suppression, seulement des tirs meurtriers contre les blindés lourds. Ces canonniers reçurent l'ordre d'attendre de voir les Balkenkreuz, les croix allemandes peintes sur la coque. Si vous ne voyez pas leur peinture, vous êtes trop loin. L'attaque arriva à l'aube. Les Panthers surgirent de la lisière confiants dans leur supériorité. Le premier Sherman tira à 90 yards. L'obus HVAP atteignit la plaque frontale du Panther, un blindage réputé impénétrable. Le noyau en tungstène la traversa. Le Panther continua d'avancer sur 3 mètres avant que ses munitions n'explosent, projetant la tourelle à plus de 12 mètres dans les airs. Le commandant du deuxième Panther vit cela et hésita une erreur fatale. Un autre HVAP le frappa sur le côté de la tourelle. Le troisième tenta de reculer. Trop tard. Lorsque l'assaut allemand cessa, 7 Panthers gisaient en flammes dans la neige. Les Américains avaient tiré 11 obus pour 7 destructions confirmées. Les tankistes allemands commencèrent à refuser d'avancer sans soutien d'infanterie. Certains équipages ajoutèrent des plaques de blindage improvisées, espérant perturber l'obus du diable utilisé par les Américains. Cela ne fonctionna pas. Les HVAP traversaient les plaques supplémentaires et le blindage principal derrière. Les noyaux en tungstène voyageaient tellement vite que l'acier additionnel ne les ralentissait presque pas. La panique s'installa. Des vétérans qui avaient survécu à Koursk, qui avaient combattu à travers la Russie sans fléchir, montraient maintenant des signes d'effondrement psychologique. Un commandant de Panther se suicida plutôt que d'emmener son équipage dans un nouvel engagement. Un autre écrasa volontairement son char dans un fossé en prétextant une défaillance mécanique. La Waffen-SS menaça d'exécuter les déserteurs, mais même leurs officiers ne purent stopper l'effondrement du moral. « Ce n'est pas un obus », déclara un tankiste allemand capturé. « Contre les obus, on peut se défendre. Les obus obéissent à la physique. Ça, c'est autre chose. Ça traverse l'acier comme si l'acier n'existait pas. » L'interrogateur nota que les mains de l'homme tremblaient. Il se trouvait dans un Panther lorsqu'il fut frappé par un HVAP. Il était le seul survivant. Quand on lui demanda comment il avait échappé, il resta immobile. « Je ne me suis pas échappé, » murmura-t-il. « Ça m'a laissé vivre pour que je prévienne les autres. » Les Américains qui écoutaient ne savaient pas s'ils devaient ressentir de la pitié ou de la fierté. À l'arrière, les officiers du renseignement allemand subissaient une pression immense pour identifier et contrer cette nouvelle menace. L'Obersturmführer SS Ernst Bachmann, un as de char décoré, se porta volontaire pour diriger une analyse en conditions réelles. Ils engageraient volontairement des Sherman américains, observeraient leurs tactiques et espéreraient capturer un de ces mystérieux projectiles intacts pour l'examiner. Bachmann emmena son Panther et 2 escortes dans la zone contestée près de Saint-Vith. Ils trouvèrent leur cible rapidement 3 Shermans
tenant un carrefour. Les équipages allemands étaient confiants. 3 contre 3 à forces égales. Ils avaient de la surprise. Ils avaient un blindage supérieur. Qui pouvait mal tourner? Tout. Le Sherman de tête tira le premier à plus de 1000 yards, une distance où les Allemands se croyaient en sécurité. L'obus HVAP traversa l'espace en moins d'1 seconde. L'ailier de Barkmann n'eut pas le temps de réagir. Le pénétrateur en tungstène frappa son panthère juste sous la bague de tourelle, traversa 30 mm d'acier, ricocha sur le panier de tourelle et ressortit de l'autre côté. L'équipage était mort avant même de comprendre qu'il avait été touché. Barkmann ordonna la retraite totale, mais la transmission de son second ailier fut interrompue en plein mot. Un autre tir unique. Un autre char détruit. Le panthère de Barkmann s'enfuit à pleine vitesse, zigzagant dans la forêt, s'attendant à chaque instant à sentir l'impact final terrible et inévitable. Il ne vint jamais. Les Américains le laissèrent partir. Ils n'avaient pas besoin de le tuer. Ils avaient besoin qu'il raconte aux autres. En janvier 1945, l'impact psychologique des obus HVAP était devenu aussi dévastateur que leur létalité physique. Les manuels tactiques allemands furent réécrits à la hâte. Les commandants de Panzer reçurent l'ordre de ne jamais présenter leur flanc, de toujours se déplacer par paires, de lancer immédiatement un écran de fumée et de battre en retraite lorsqu'ils rencontraient des Sherman susceptibles d'être équipés de ce projectile sorcier, le Hexengeschoss, comme les tankistes avaient commencé à l'appeler. Mais la capacité industrielle de la Wehrmacht s'effondrait. Il n'y avait plus de temps pour redessiner le blindage, plus de ressources pour renforcer les bataillons de chars, et surtout plus de tungstène pour développer une contre-arme. L'Allemagne avait perdu l'accès à ses sources de tungstène après avoir perdu le contrôle du Portugal et de l'Espagne. Le matériau même qui rendait les HVAP si dévastateurs leur était désormais inaccessible. Une ironie amère. Les scientifiques allemands comprenaient parfaitement le principe. Leurs métallurgistes auraient pu concevoir des munitions similaires, mais les guerres ne se gagnent pas grâce à la compréhension. Elles se gagnent grâce aux ressources, à la production, à la capacité simple de fabriquer ce dont on a besoin au moment où l'on en a besoin. Le Reich n'avait plus de temps. Pendant ce temps, la production américaine augmentait. En février, les obus HVAP étaient fournis à tous les canons de 76 mm et de 90 mm sur le théâtre européen. Ce qui avait commencé comme une ressource rare et précieuse devenait peu à peu un standard. L'arme expérimentale presque mythique n'était plus qu'un obus parmi d'autres dans leur atelier. Mais pour les Allemands, qui continuaient à se battre et à mourir, cela restait quelque chose de plus sombre, quelque chose qu'on ne pouvait pas vaincre. Le moment décisif arriva lors de la traversée du Rhin en mars 1945. Les forces allemandes avaient établi une dernière ligne défensive ancrée par des King Tiger, les chars les plus lourds et les plus puissamment blindés du monde. Leur blindage frontal dépassait 140 mm. Rien de ce que possédaient les Alliés n'aurait dû pouvoir le percer. Les commandants allemands le savaient. Ils avaient misé toute leur stratégie sur cette certitude. Les Américains le savaient aussi. Mais ils savaient autre chose encore. Ils disposaient des obus HVAP améliorés, les T-30E16 pour les canons de 90 mm. Plus longs, plus rapides, plus mortels. Lorsque les chasseurs de chars américains engagèrent les King Tiger à main 200 yards, les équipages allemands durent se sentir invincibles. À cette distance, sous cet angle, ils auraient dû être intouchables. Le premier obus T-30E16 frappa la plaque frontale d'un King Tiger en plein centre. Pendant un battement de cœur, il ne se passa rien. Les Allemands durent même croire que les Américains avaient gaspillé un tir. Puis les trappes de tourelles explosèrent. Une fumée noire jaillit. Les flammes suivirent. Le noyau de tungstène avait accompli l'impossible. Il avait traversé 180 mm du meilleur acier allemand jamais produit. L'équipage n'eut jamais conscience de ce qui était arrivé. Un instant,
Ils étaient invincibles l'instant suivant. Ils n'étaient plus rien. Les autres King Tiger battirent en retraite. Pour la première fois, le mythe de la supériorité du blindage allemand s'effondra complètement. Lorsque les forces alliées traversèrent enfin le Rhin, les ingénieurs retrouvèrent des dizaines de chars allemands détruits et commencèrent une analyse systématique. Ce qu'ils découvrirent confirma la physique extraordinaire à l'œuvre. Les obus HVAP ne faisaient pas que pénétrer, ils transformaient littéralement l'équation du champ de bataille. Les examens métallurgiques montrèrent que les trous de pénétration avaient des bords nets presque comme découpés au laser, entourés de zones thermiquement affectées, où l'acier s'était partiellement liquéfié avant de se resolidifier. À l'intérieur des chars, les équipes médico-légales découvrirent quelque chose de plus troublant. Encore des membres d'équipage tués, non par éclat ni explosion, mais par le pic de pression rapide et l'éclair thermique qui suivait la pénétration. Certains corps présentaient peu de traumatismes externes, mais des blessures internes catastrophiques, poumons éclatés, organes déchirés par la surpression. D'autres montraient des brûlures impossibles à expliquer par la brièveté de l'événement. Le pénétrateur en tungstène, voyageant à vitesse hypersonique, créait un jet quasi plasmatique qui remplissait le compartiment de l'équipage en quelques microsecondes. Les ingénieurs allemands capturés et interrogés décrivirent leurs efforts frénétiques pour contrer cette arme. Ils avaient tout essayé. Le blindage espacé, les inserts en céramique, les plaques de déviation inclinées. Rien ne fonctionnait de manière constante. Les obus HVAP avaient simplement trop d'énergie cinétique. Nous connaissions la physique, expliqua un métallurgiste allemand. Nous n'avions tout simplement ni les matériaux ni le temps pour l'appliquer. C'était une révolution scientifique délivrée à la vitesse d'une balle. La révélation finale vint lorsque le renseignement technique américain examina des documents allemands capturés durant l'offensive des Ardennes. Parmi eux se trouvaient des rapports classifiés décrivant des armes américaines inconnues et des évaluations psychologiques des équipages de Panzer. L'un des rapports daté du 12 janvier 1945 était particulièrement frappant. Il décrivait comment les commandants de chars allemands montraient des symptômes de stress aigu au combat, non pas à cause de l'intensité des affrontements, mais de leur imprévisibilité. L'arme ennemie ne se comporte pas selon les principes balistiques établis, disait le rapport. Le blindage qui devrait protéger ne protège pas. La distance qui devrait assurer la sécurité ne l'assure pas. Les équipages rapportent un sentiment d'impuissance comme si leur entraînement et leur équipement étaient dépourvus de sens. L'impact sur le moral est catastrophique. Les Allemands avaient rencontré quelque chose de pire qu'une arme supérieure, ils avaient rencontré une technologie incompréhensible. Les obus HVAP avaient créé ce que les psychologues militaires appellent aujourd'hui la terreur technologique, la peur qui ne vient pas d'un danger visible, mais d'une force invisible, apparemment impossible à arrêter. C'était le même effet psychologique que ce qu'avaient vécu les armées médiévales face à la poudre à canon pour la première fois, ou les soldats de la Première Guerre mondiale lors des attaques au gaz. Les divisions de Panzer de la Wehrmacht, autrefois, la fierté de l'innovation militaire allemande, avaient été vaincues non par la tactique ou la stratégie, mais par la science des matériaux, par le carbure de tungstène, voyageant à 3 fois la vitesse du son, par la physique transformée en arme. La guerre en Europe n'avait plus que 2 mois devant elle. Les chars allemands avaient déjà perdu. Lorsque l'Allemagne se rendit le 8 mai 1945, les équipes d'ordonnance alliées compilèrent les statistiques finales. Les obus HVAP représentaient moins de 5% de toutes les munitions de chars tirées pendant la guerre, mais plus de 30% des destructions confirmées de blindés lourds au cours des 6 derniers mois. Les chiffres racontaient une histoire d'efficacité frôlant le chirurgical. Chaque obus, lorsqu'il était employé correctement, valait 20 obus conventionnels. Mais le coût humain racontait une autre histoire. Les entretiens avec les équipages allemands survivants
révélèrent un traumatisme psychologique durable. Des hommes qui avaient survécu au front de l'Est, qui avaient enduré Stalingrad et Koursk, rapportèrent des cauchemars sur l'obus brûlant, le projectile qui arrivait sans avertissement et ne laissait derrière lui rien d'autre que du métal fondu et des cendres. Certains refusaient d'en parler, leur silence plus éloquent que n'importe quel témoignage. Les tankistes américains qui avaient utilisé les obus HVP avaient eux aussi des sentiments complexes, du soulagement, de la fierté et parfois de la culpabilité. On les voyait sauter du char, se souvenait un commandant de Sherman, et ils n'étaient plus les mêmes tremblants brisés. Pas par la peur de mourir, mais par la peur de mourir comme ça instantanément. Les obus HVP avaient offert aux équipages alliés une chance de se battre contre un blindage allemand supérieur, mais ils avaient aussi introduit un nouveau niveau de létalité dans la guerre blindée, un niveau qui allait façonner la conception des chars pour les 8 décennies suivantes. Aujourd'hui, les pénétrateurs en tungstène sont la norme dans toutes les armes anti-chars modernes. La science qui semblait relever de la sorcellerie en 1944 est désormais fondamentale à l'ingénierie militaire. Chaque obus sabot tiré par un char, chaque missile anti-blindage doit s'aligner conceptuel à ces projectiles expérimentaux envoyés précipitamment sur le front dans les derniers jours de la Seconde Guerre mondiale. La technologie a évolué, ailettes stabilisatrices, uranium appauvri, céramiques avancées, mais le principe reste le même des projectiles hyper véloces et ultra denses qui vainquent le blindage par la seule énergie cinétique. Les Allemands avaient raison sur un point, ce n'était pas un obus au sens traditionnel. C'était l'avenir, un aperçu d'une guerre, où la victoire revient non pas au blindage le plus épais ou au plus gros canon, mais à celui qui sait manipuler la matière et l'énergie le plus efficacement. L'obus HVAP a prouvé que les guerres se gagnent autant dans les laboratoires que sur les champs de bataille, autant par les scientifiques que par les soldats. Les vétérans des Ardennes des deux côtés portèrent le souvenir de ces batailles hivernales pour le reste de leur vie, le son du tungstène frappant l'acier, l'odeur du métal surchauffé et la compréhension qu'en temps de guerre même, l'impossible devient négociable lorsque l'on a la bonne physique de son côté. Si cette histoire vous a touché, partagez-la pour que d'autres puissent découvrir ces vérités que le temps a presque effacées. Car ceci est l'histoire, non un mythe, non une légende, mais des récits vérifiés du moment où le blindage rencontra enfin son maître. Ligne d'intégrité factuelle. Chaque événement, spécification technique et compte-rendu tactique de ce documentaire a été recoupé avec des archives militaires, des documents historiques et des rapports de champs de bataille de la Seconde Guerre mondiale. Les obus M93 HVAP et T-30E16 étaient réels, des munitions révolutionnaires qui ont transformé la nature du combat blindé. Au final, ce n'était pas la sorcellerie qui a vaincu l'acier allemand, c'était le tungstène voyageant à la vitesse de l'inéluctable.